Bonjour. Euh, D'abord, je voulais remercier les organisateurs de ce colloque, cette excellente initiative qui montre une fois de plus que le système D parfois peut permettre de résoudre certaines grandes questions en période de crise. J'en appelle aussi à l'indulgence de ceux qui visionneront cette intervention qui a été réalisée avec les moyens du bord. Donc, pour commencer cette intervention, dont le thème sera les aspects constitutionnels de la crise sanitaire aux États-Unis, je voudrais commencer par un chiffre simple mais assez frappant. J'ai lu hier qu'à peu près un tiers de la population américaine, donc plus de 100 millions d'habitants, serait actuellement soumise à des mesures de lockdown, donc de confinement, sous diverses formes, limitation des sorties, fermeture des commerces non essentiels, etc. Alors la question qui se pose et que je voudrais aborder dans cette intervention, c'est quel est du point de vue juridique le fondement de ces mesures? Si vous consultez le site de la Maison-Blanche, vous y verrez sur la première page que les consignes d'isolement à la population américaine sont présentées sous forme de guidelines, c'est-à-dire de recommandations, de principes non contraignants. La dernière version date du 16 mars 2020 et le 26 mars 2020, le président Trump a envoyé une lettre au gouverneur qui annonce qu'il a l'intention de réviser prochainement ces directives pour avoir une approche, selon lui, plus ciblée, qui pourrait favoriser la reprise de l'activité économique. Alors, il y aura sûrement des polémiques sur ce point, mais ce n'est pas l'objet de cette intervention. L'objet, c'est de comprendre pourquoi ces recommandations non contraignantes et pourquoi pas une mesure comme un décret, l'exercice d'un pouvoir réglementaire. C'est cette question qu'on va s'efforcer de résoudre, et ça va nous amener non pas à faire de grandes découvertes, mais à revoir des aspects assez classiques du droit constitutionnel américain. Et la question centrale qu'on abordera sera celle de la compétence, c'est-à-dire non pas vraiment du fond des mesures, de ce qu'on peut ordonner, mais de qui peut faire quoi. C'est pour ça que j'ai intitulé cette intervention non pas que fait la police, mais qui fait la police. Et je voudrais aussi vous préciser que cette intervention se focalisera sur les mesures de portée générale, l'exercice du pouvoir réglementaire, selon la terminologie française, mais qu'il y aurait aussi bien d'autres aspects et d'autres types de mesures qu'on peut adopter pour répondre à la crise sanitaire, comme fournir des masques, produire des tests, réquisitionner les entreprises, etc. Alors, quelles sont les autorités compétentes pour prendre les mesures nécessaires dans la lutte contre l'épidémie, et en particulier des mesures générales de police sanitaire? Euh, Quels sont les pouvoirs du président? Quels sont les pouvoirs de l'échelon fédéral? Quelles sont les limites sur ces pouvoirs? Alors, on va diviser cette intervention en deux parties. La première portera sur les limites que la séparation des pouvoirs impose au pouvoir de l'exécutif. Et la deuxième partie de cette intervention portera sur les limites que le fédéralisme impose à l'action de l'échelon fédéral, euh, y compris à l'action du président, mais également à l'action du Congrès. Donc, le premier point, c'est de s'intéresser à la façon dont la séparation des pouvoirs euh, encadre et limite le pouvoir présidentiel en temps de crise sanitaire. Le président des États-Unis pourrait-il, de son propre chef, énoncer des mesures plus contraignantes que celles qu'il a prises sous la forme de recommandations ou de directives? La réponse est plutôt négative. D'abord, le président américain, et c'est ce qu'on va voir maintenant, ne dispose pas d'un pouvoir réglementaire autonome de portée générale. Alors, l'article 2 de la Constitution américaine confère au président un pouvoir exécutif, mais l'interprétation de la notion même de pouvoir exécutif n'est pas la même dans tous les systèmes juridiques. En France, par exemple, on sait que depuis l'arrêt du Conseil d'État Labonne de 1919, on estime que le pouvoir exécutif contient le pouvoir de prendre des mesures de police à l'échelon national de portée générale. Et ce pouvoir, il a été conforté par la Constitution de 1958. Cette vision large de la fonction exécutive, comme incluant un pouvoir normatif, ne se limitant pas à l'exécution par des mesures ponctuelles et individuelles, elle n'est pas acceptée de la même façon en droit constitutionnel américain. Elle est même plutôt rejetée. L'arrêt de principe en la matière est un arrêt rendu par la Cour suprême en 1952 dans l'affaire Youngstown Steel qui concernait la nationalisation de l'industrie sidérurgique. Alors, quelques explications sur cette affaire. Pendant la guerre de Corée, un conflit social extrêmement violent dans la sidérurgie menaçait l'approvisionnement des armées américaines en acier. Le président Truman
avait imaginé, pour répondre à ce conflit, de nationaliser le secteur sidérurgique. Cette nationalisation a été déférée à la Cour suprême des États-Unis, qui a estimé que ces mesures étaient inconstitutionnelles. Alors, le raisonnement de la Cour est un peu difficile à cerner dans la mesure où, comme c'est parfois le cas devant la Cour suprême, il y a eu de très nombreuses opinions concurrentes. Donc, pratiquement chaque juge a eu un raisonnement différent. Le juge Black, qui a rédigé l'opinion majoritaire, estimait de façon assez radicale que le président n'avait pas tout simplement de pouvoir prendre de mesures de portée générale et que ce pouvoir appartenait au Congrès. Le juge Jackson, dans son opinion concurrente, avait une approche plus nuancée qui a été souvent reprise par la suite, même si à l'origine, ce n'était pas l'opinion, ça faisait partie de la solution majoritaire, mais pas de l'opinion majoritaire. Son approche est plus nuancée, elle a une typologie dans le détail duquel je n'entrerai pas, mais qui considère qu'il y a 3 types de situations et que quand le Congrès n'a rien dit sur un domaine particulier, le président peut dans certains cas prendre des mesures. Mais dans les autres situations, il n'a pas de pouvoir réglementaire propre. Est-ce à dire que le président n'a pas de pouvoir normatif? En réalité, non, parce qu'il peut disposer, et il en dispose largement, d'un pouvoir normatif délégué, d'un pouvoir réglementaire délégué qui lui est conféré par le Congrès. C'est ce qu'on va voir maintenant. En l'espèce, dans le cas qui nous occupe, une loi pourrait-elle donner au président des États-Unis une compétence pour énoncer des mesures de police sanitaire comme le confinement? Sur ce point, la réponse est plutôt positive, puisque depuis la fin des années 1930, la Cour suprême admet assez largement les possibilités de conférer un pouvoir réglementaire à l'exécutif. Alors, il faut nuancer un petit peu ce point. D'abord, cette jurisprudence, elle se présente sous une forme assez étrange, puisque c'est une délégation de contrebande en quelque sorte. En effet, cette théorie n'est pas intitulée la théorie de la délégation, elle s'intitule la théorie de la non-délégation. Alors, pourquoi non-délégation? Parce que la Cour opère le raisonnement suivant. Il ne peut pas y avoir de délégation puisque le Congrès a des compétences qu'il doit exercer et non pas déléguer. Mais elle considère que n'est pas une délégation le fait de confier au président ou à l'exécutif le soin de prendre des règles si ces règles sont encadrées, guidées par un principe intelligible, par des principes intelligibles. Donc cette théorie est aussi parfois appelée celle du principe intelligible. Et qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que le Congrès peut en confier un pouvoir réglementaire au président, mais il va falloir l'encadrer par un certain nombre de principes. Est-ce que ces principes doivent être très précis? Pas vraiment, parce que depuis 1937, la Cour suprême n'a jamais invalidé une délégation au motif de l'imprécision des principes directeurs. Et dans certains cas, les principes étaient vraiment vagues. Donc, en réalité, cette doctrine de la non-délégation devrait plutôt s'appeler une doctrine de la délégation parce qu'elle valide l'essentiel des possibilités de délégation du pouvoir réglementaire au président. Alors, y a-t-il des lois existantes qui contiendraient une telle délégation en matière de police sanitaire? L'article qui paraît le plus pertinent, le texte qui paraît le plus pertinent est l'article 264 du chapitre 42 du Code de la législation fédérale, qui prévoit que le chirurgien général, c'est-à-dire aujourd'hui le ministre de la Santé, peut énoncer et mettre en œuvre les règles nécessaires pour prévenir l'introduction ou la transmission de maladies contagieuses en provenance de pays étrangers ou l'introduction d'une maladie d'un État fédéré dans l'autre, d'un État américain dans l'autre. Et elle prévoit également, le petit b de cet article, prévoit également que ces mesures peuvent prendre la forme de mesures de limitation de liberté des individus, comme la quarantaine ou l'isolation, si on est en présence d'une maladie contagieuse identifiée par un executive order, donc une décision du président. Et elle fournit, dans cette executive order, dresse la liste des maladies qui peuvent justifier ces mesures de quarantaine. Alors ce texte permettrait-il d'ordonner, au-delà de la quarantaine des voyageurs, des mesures de confinement général?
Il y aurait plusieurs problèmes. D'abord, il y a un problème d'interprétation législative, hein, sur la portée exacte de cette mesure. Et puis, surtout, cette délégation devrait se faire dans le respect des principes constitutionnels, puisque le Congrès ne peut pas déléguer plus de compétences qu'il n'en détient. Or, les pouvoirs de ce Congrès sont eux-mêmes limités par la Constitution, et ce qu'on va voir maintenant, ces pouvoirs sont limités par le principe fédéral. Alors, c'est la deuxième partie de cette intervention sur les limites que le principe fédéral aux États-Unis impose sur les mesures qui peuvent être prises en matière de police sanitaire. Le premier point, le plus important, c'est que le pouvoir fédéral aux États-Unis est limité. Un des principes les plus fondamentaux de l'organisation constitutionnelle américaine, c'est que l'État fédéral ne peut pas tout faire. Le pouvoir fédéral a, selon une formule consacrée, des pouvoirs limités et énumérés. En matière de pouvoir normatif, cette liste correspond essentiellement à la liste des pouvoirs du Congrès, qui est dressée par l'article 1, section 8 de la Constitution américaine, qui contient une énumération limitative des matières dans lesquelles le Congrès peut légiférer. Or, cette liste ne contient aucune référence à la santé publique. Elle ne contient pas davantage de références à la possibilité de légiférer en cas d'urgence nationale ou de circonstances exceptionnelles, et en tous les cas, pas en matière de crise civile. Il y a plusieurs allusions à la question militaire, la guerre, l'armée, la marine, mais il n'y a pas de pouvoir général de prendre des mesures qui s'imposent en cas de crise ou d'urgence. Alors, cela dit, cette liste est limitative et la santé publique n'y figure pas, mais cette liste n'est pas complètement rigide. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que la clause 18 de la section 8 de l'article 1 prévoit que le Congrès peut faire les lois nécessaires et propres à assurer la mise en œuvre des compétences qui sont déjà énumérées. Cette clause de la Constitution est parfois utilisée pour avoir une interprétation un peu plus extensive de certaines des compétences énumérées. Par exemple, classiquement, dans l'affaire McCulloch contre Maryland en 1819, la Cour suprême a admis la création d'une banque centrale pour assurer la mise en œuvre de ses autres compétences, notamment pour le financement de certaines activités de l'État, alors que l'article 1 ne fait absolument pas référence aux activités bancaires et encore moins à la création d'une banque centrale. À cette occasion, le Chief Justice John Marshall avait développé une théorie un peu fonctionnelle de l'interprétation de la Constitution et avait rappelé qu'une Constitution n'est pas un code, elle ne peut pas tout prévoir, elle n'a pas à être interprétée de façon extrêmement précise et minutieuse, mais il faut comprendre quelles sont les fonctions, quels sont les buts qu'on se fixe et interpréter les compétences constitutionnelles à la lumière de ces nécessités. Mais c'est surtout une autre clause de l'article 1 qui définit les pouvoirs du Congrès qui permet de prendre des mesures étendues. Il s'agit de la fameuse clause de commerce qui permet au Congrès de réguler le commerce avec les nations étrangères et le commerce entre les États, donc à l'intérieur des États-Unis, entre les États américains. Alors, comme le savent tous les étudiants de droit constitutionnel et tous les juristes qui s'intéressent aux États-Unis, l'interprétation de cette clause a énormément varié au fil du temps. À certaines époques, notamment à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, la Cour suprême en a fait une interprétation très restrictive, distinguant par exemple entre les activités de production et de commerce, et en ayant toute une série de vues jurisprudentielles qui ont conduit à limiter la compétence de l'État fédéral. Pendant le New Deal, il y a eu une période d'opposition très forte entre la Cour et le président Roosevelt. Et à l'issue, à peu près vers la fin du New Deal, la Cour suprême a, pour diverses raisons, fait évoluer sa position. Dans les années 40, elle est arrivée assez rapidement à une conception très extensive des pouvoirs qui sont détenus par le Congrès dans le cadre de la clause de commerce. Et puis, donc ça a duré jusque dans les années 1990. Et dans les années 90, la montée en puissance des juges conservateurs au sein de la Cour suprême a conduit à une interprétation qui reste large, mais qui est plus restrictive que celle qui a été en vigueur dans les années entre 1940-1990, et qui a une conception un peu plus restrictive de ce que le Congrès peut ou pas réguler dans le cadre de cette clause de commerce. Alors, par exemple, la Cour a jugé que
réguler la détention d'armes ou prévenir les violences contre les femmes ne peut pas se rattacher à la régulation du commerce entre les États, quelles que soient par ailleurs les implications économiques du phénomène, y compris les implications économiques nationales. Alors si on considère cette fois-ci le problème de façon positive, que permet aujourd'hui la clause de commerce en matière de régulation et notamment, pour ce qui nous intéresse, de police sanitaire? Alors elle permet essentiellement au Congrès de réguler trois types de choses. D'abord, ce qu'on appelle les canaux et les voies du commerce interétatique et international, donc les voies de communication, Internet, les voies de communication virtuelle, etc., etc. Elle permet aussi de réguler ce qu'on appelle les instruments du commerce et les personnes et les choses qui sont engagées dans les activités ou des flux de commerce entre les États. Donc c'est évidemment les moyens de transport, mais c'est aussi les marchandises, les services et les personnes qui sont en flux ou qui sont transportées dans ce commerce interétatique. Donc tout ce qui va se déplace ou ce qui est fourni d'un État dans un autre. Et enfin, il y a une troisième catégorie qui est potentiellement la plus large, mais aussi la plus floue. Cette clause permet, selon la Cour suprême, de réguler les activités, même locales, qui ont un impact substantiel sur le commerce entre les États. Par exemple, dans une affaire assez célèbre, la Cour a estimé que l'État fédéral pouvait réguler la production de cannabis, même au niveau purement local, même si quelqu'un fait pousser du chanvre dans son jardin, parce que ça s'intégrait dans un marché national de la drogue, en l'occurrence. Alors, sur ce fondement de la clause de commerce, le Congrès pourrait-il ordonner des mesures générales de confinement ou pourrait-il déléguer au président des mesures, le soin de prendre ces mesures sous le territoire national? La réponse est assez nuancée. Ce serait sans doute possible pour des mesures de régulation, ce serait certainement possible pour des mesures de régulation des flux clairement entre les États, comme par exemple, quarantaine pour les voyageurs, s'ils viennent à franchir des frontières d'un État. Et puis, le gouvernement pourrait s'appuyer sur la troisième branche de ce que j'ai évoqué et tenter de démontrer que certaines activités purement locales ont un impact sur le commerce interétatique à l'échelon fédéral, sur le commerce entre les États. Donc, par analogie un peu avec ce qui a été jugé sur la production locale de cannabis. Est-ce que ça pourrait s'étendre à des activités non économiques, purement locales? Bon, typiquement, le fait de sortir de son domicile pour aller faire le tour du pâté de maison. Est-ce que en utilisant la clause de commerce, le gouvernement pourrait réguler ces activités? Ça me paraît quand même ça me paraîtrait un peu tiré par les cheveux. Alors c'est vrai que par définition, on est en présence d'une maladie contagieuse qui se propage très facilement et à grande vitesse, et donc qui, pour prendre un lieu commun, ne connaît pas de frontières administratives. Mais il y a aussi un fort contre-argument contre cette conception qui serait très extensive du pouvoir fédéral, qui reviendrait à dire, après tout, que un peu tout et n'importe quoi peut avoir un impact sur le commerce entre les États. Et que, après tout, le fait de sortir de chez soi, si on fait quelques mètres ou quelques kilomètres, ça n'a pas vraiment d'impact substantiel sur le commerce entre les États. Donc la question n'est pas complètement fermée, mais disons que la réponse serait plutôt négative, à mon avis. Évidemment, c'est toujours difficile de prédire ce que la Cour jugerait dans ce cas-là. Donc, à ce point de l'intervention, vous aurez compris que ni le président ni le Congrès n'ont de fondement juridique incontestable pour énoncer des mesures générales de police sanitaire qui auraient au-delà de ce que permet clairement la clause de commerce. Et notamment, ça paraît difficile pour le moment d'ordonner au niveau national, d'ordonner à la population de rester à son domicile. Alors, qui peut prendre de telles mesures? La réponse est assez simple, et on va le voir maintenant, ce sont les États fédérés. En effet, c'est le dernier point de cette intervention, le pouvoir général de police de droit commun appartient aux États-Unis, aux États fédérés, aux États qui composent les États-Unis, comme la Californie, New York, etc. Comme le rappelait il y a quelques jours dans un article du magazine The Atlantic ma collègue Madame Jo, le pouvoir général de police, il appartient aux États. L'existence de cette compétence de principe, elle n'est pas expressément mentionnée dans la Constitution,
mais elle découle notamment du 10e amendement, qui considère que tous les pouvoirs qui n'ont pas été conférés aux États-Unis, c'est-à-dire à l'État fédéral par la Constitution, continuent à être détenus par les États. Et de très nombreux arrêts ont fait référence donc au pouvoir général de police que détiennent ces États. Et souvent d'ailleurs, ce sont des arrêts qui rappellent qui censurent des mesures prises par le gouvernement fédéral, précisant qu'il n'a pas l'équivalent de ce pouvoir et donc il ne peut exercer ce pouvoir que dans des circonstances spécifiques, à la différence des États fédérés qui, eux, ont cette compétence générale. Alors, une question intéressante qu'on n'abordera pas ici, c'est au sein des États, qui a la compétence pour prendre ces mesures? Ça dépend des constitutions de chacun de ces États, mais enfin, en général, dans la quasi-totalité des cas, je dirais même, c'est le gouverneur. Par exemple, en Californie, c'est le gouverneur qui a pris un executive order, donc une mesure réglementaire, si vous voulez, à l'échelon de l'État pour ordonner le confinement. Avant cela, ce sont des collectivités locales qui ont aussi une forme de pouvoir exécutif, un peu par analogie au pouvoir des maires en France, qui avaient pris des mesures plus locales. Mais enfin, vous aurez compris que pour l'essentiel, ce sont les gouverneurs et des différents États qui vont déterminer, qui ont la capacité de prendre ces mesures de police sanitaire et qui vont déterminer l'étendue et la durée des mesures qui vont être prises, notamment du confinement. Alors, pour terminer, 2 points. D'abord, l'affaire pourrait prendre une forme juridiquement intéressante si, comme ça commence à se manifester, il y a des divergences d'appréciation entre l'échelon central et les États sur la durée et la portée des mesures à maintenir. Pour le moment, il semblerait que le président recommande, souhaite une reprise assez rapide de l'activité économique. Il n'est pas du tout certain que le gouverneur souhaite s'engager dans cette voie, parce qu'ils ont vu les conséquences sanitaires de la crise et de l'avoir sous-estimé au départ. Si un conflit se déroulait de cette façon, est-ce que le président aurait des instruments pour les contraindre à lever ces mesures de police? Moi, pour le moment, je ne vois pas comment il pourrait le faire, tout simplement pour ce qui vous a été indiqué. Et ce pouvoir de police générale, il est détenu par les États et donc ce sont essentiellement eux qui vont décider de la nécessité ou pas de maintenir ces mesures. Deuxième point que je voudrais mentionner, c'est que on voit bien au travers de cette affaire beaucoup des principes importants qui structurent la Constitution américaine et notamment la limitation du pouvoir fédéral et puis une conception sur certains points relativement stricts de la séparation des pouvoirs. Il faut toujours se rappeler que cette Constitution, elle a une inspiration notamment fortement anti-monarchique. Ce n'est pas la seule inspiration, on voulait aussi un État viable, hein, mais on a quand même l'idée d'un pouvoir limité qui ne peut pas tout faire. Voilà, donc j'espère que cette intervention vous a été utile et je remercie encore une fois les organisateurs de ce colloque et tous ceux qui vont participer à ces débats et regarder ces contributions. Merci.